Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun. C'est l'islam au présent sur Beurre FM. Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre comme tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Imam Abdelali. Bonjour Philippe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et vous le savez, le mercredi, Wissem Satouri nous sert de guide à travers cette génération musulmane qu'on découvre. Bonjour Wissem. Attendez, vous êtes au coin, on vous a pas donné de son encore. Alors dites bonjour. Bonjour Philippe, bonjour l'imam. Comme il y a un gros plateau aujourd'hui, vous êtes au coin là aujourd'hui Wissem. Mais j'aime bien, c'est une très belle position. Bien. Je suis impressionné, tout le monde est à l'heure aujourd'hui. C'est ma fête. Vous voulez faire votre édito avant que je présente les gens ou pour introduire le sujet? Allez s'il vous plaît Wissem. C'est parti, alors avec cette chronique qui est un peu tirée par les cheveux cette semaine, puisque je me suis aperçu en fait que la pratique du hijab... Je me suis aperçu. Philippe, non, c'est parce qu'il dit Ah, c'est comme ça, d'accord. Bon. Je me suis aperçu que la pratique du hijab était très présente chez les hommes politiques, mais pas n'importe quel hijab, c'est bien un hijab qui cache leur racisme. Alors ne me regardez pas comme ça, car oui, j'ai découvert que l'islamophobie se dissimule souvent sous un voile de démocratie mal épinglé. Tellement que la plupart du temps, ce sont des mèches énormes qui apparaissent aux yeux de tous, surtout le matin, vous savez, quand on sort de chez soi, qu'on est mal réveillé et qu'on se retrouve dehors avec une paire de chaussures dépareillées. Bah là, c'est pareil. Quand on est un islamophobe et qu'on se lève le matin pour aller très tôt dans les matinales de RTL, par exemple, et qu'on essaie de bien mettre son voile républicain pour y aller, mais qu'on a oublié quelques épingles et que ce sont... des grosses mèches comme des paquets de spaghettis qui apparaissent soudainement au vu de tous, tels que Monsieur Tesson qui a déclaré c'est pas les musulmans qui apportent la bip en France, des déclarations qui apparaissent comme des grosses mèches de cheveux qui fuient de ces hijabs. Alors Monsieur Tesson, cachez-moi ces pensées honteuses que nous saurions tolérer, mais il n'est pas le seul. Je crois que Elsa Rey du CCIF devrait offrir quelques tutos hijab à ces hommes politiques afin qu'ils apprennent à ne divulguer leur vraie nature que dans leur famille proche. Ça nous libérerait l'esprit puisque vous ne pensez pas que leur nudité pour le coup est une vraie fitna pour la société. Montrer ses cheveux en plus mal coiffés, mais c'est haram, et même si Chalgoumi dit que ça a été mal compris, qu'il avait le droit de se découvrir les cheveux en public et que Tarek Obrou va lui aussi déclarer qu'une théologie préventive dans une optique d'acclimatation anthropologique doit être l'épiscope pour comprendre la portée clinique de la déclaration de Roger Kuckerman, par exemple, eh bien cela n'en est pas moins grave. Car Roger Kuckerman, qu'on devrait surnommer Kickerman pour qualifier ses soudaines volontés de kicker les musulmans sur Europe 1, a plus que dérapé il y a 2 semaines. Et je me demande pourquoi aucune plainte n'a encore été déposée contre ce monsieur. En plus, plus les politiques se dévoilent les cheveux, plus la société se déprave. À un moment donné, je crois qu'il faut le dire, un hijab est une obligation pour tous les politiciens. Car à défaut de changer leur mentalité, au moins qu'elle soit bien cachée. Sinon, l'amende risque d'être salée. Et pour un pain au chocolat, aujourd'hui, on peut écoper d'une grosse exclusion du show politique parce que sous Hollande, ça ne cause plus comme ça. Jeu de mots. L'islamophobie matinale, c'est de la Sarkozy, un symptôme bien connu du populisme d'extrême droite. La plupart de ceux qui portent bien leur hijab veulent faire quelque chose aujourd'hui pour changer l'islam. Le CFCM n'a pas marché, alors plutôt que de retourner à la case départ, on va faire case neuve. Avec un nouveau projet d'organe représentatif de l'islam de France, Cazeneuve a annoncé que les musulmans devaient être accueillis les bras grands ouverts et se sentir aimés par leur pays à Toulouse. En attendant, on attend de voir à quoi ressemblera ce nouveau monde. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut plus que ça cause comme ça en France et que l'on trouve des solutions solides et complexes pour améliorer l'organisation des musulmans de France et pas des trucs rapides et mal fichus comme la déclaration d'Alain Jakubowicz à la télé récemment, surnommé désormais Jakubowicz, car régler le radicalisme, c'est vite fait, bien fait. Utiliser la violence pour fermer les mosquées salafis de France et ce sera réglé. C'est ce qu'il a déclaré sur iTélé il y a 1 semaine à peu près. D'ici là, j'espère qu'avec Yanis Ismail, par exemple, on trouvera des solutions pour régler ce problème de l'islamophobie en France et plus largement de l'organisation de la communauté musulmane. Alors, nos invités aujourd'hui, Sarah Maboub, qui est là, bonjour. On peut quand même applaudir et féliciter quand même
On applaudit pas dans l'émission, mais on peut applaudir. J'ai trouvé que ça a été du bon boulot. Applaudir, je sais pas si on applaudit, c'est son travail, Abdelali. Enfin, si vous voulez, allez-y, applaudissez-le. Ouais, j'applaudis alors. Voilà. J'ai des réserves, moi, sur votre chronique. On en reparlera tout à l'heure. D'accord. Pourtant, je l'avais lu avant. Non, mais c'est la pertinence que j'ai appréciée. Mais c'est pertinent. Alors, Sarah Mahboub, qui est avec nous, membre du CRI. On rappelle ce que c'est que le CRI. Oui, c'est la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Donc, le CRI, c'est une association qui a pour but de défendre toutes les discriminations, qu'elles soient envers les Noirs, des discriminations envers les gens pauvres, et bon, notamment aujourd'hui contre l'islamophobie, en fait. D'accord. Vous existez depuis 2008. D'accord. La différence avec le CCIF, par exemple, puisque c'est une question qui revient souvent. Une différence. Vous êtes complémentaires, vous vous inscrivez comment par rapport à leur démarche? En fait, c'est plutôt une différence au niveau de la vision politique, et on est très pédagogue, en fait. On essaye de véhiculer le vrai message de l'islam, par exemple en faisant des manifestations, par exemple en distribuant des roses le 8 mars pour véhiculer l'image de la femme. Qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi, on est très présent au niveau juridique, en fait, pour défendre les musulmans qui. Vous êtes juriste, vous êtes juriste vous-même. Oui, c'est ça. Ouais, Wissem posait une question. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas eu de plainte de déposer suite aux déclarations sur Europe 1 de Roger Kuckerman. On s'occupe déjà pour l'instant de Monsieur Tesson. Donc on a eu une audience mardi qui s'est plutôt bien passée au niveau civil. Donc la décision est attendue pour le 17 mars. Donc normalement on va voir. Et il est également. J'ai cru comprendre qu'il y avait un dépôt de plainte qui avait été fait en l'encontre de Roger Kuckerman. Pas du CRI. Par la LDJM. Il y a eu une LDJM, exactement. Une volonté de plainte ou une plainte. Exactement. Volonté de plainte. Alors, c'est Enis Chebboub que vous avez entendu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Beurre FM. Donc vous êtes président de l'association musulmane de Noisy-le-Grand. Oui. Vous êtes porte-parole pour la marche qui aura lieu donc samedi 14 mars, puisque vous appelez à une marche européenne. Porte-parole de l'UAM 93. Exactement. L'Union des associations musulmanes du département de la Seine-Saint-Denis. Exactement. Donc en fait, à l'échelle locale, je suis le président de l'association des musulmans de Noisy-le-Grand. Je suis membre de l'UM 93 et j'ai été désigné conjointement par l'UM 93 et le CRI qui ont appelé à une marche sur Paris le 14 mars, justement pour dénoncer, sensibiliser l'ensemble des Français sur ce mal qui commence à prendre de l'ampleur, qui s'appelle l'islamophobie. Avoir peur de l'islam, on ne peut pas le reprocher aux gens. Mais le fait qu'on alimente cette islamophobie et qui pousse les gens à passer à l'acte et à s'en prendre aux biens et aux personnes pour leur appartenance religieuse, c'est un délit. Malheureusement, c'est un délit, nous le considérons comme un délit, mais ce n'est pas reconnu comme un délit. Aujourd'hui, c'est ce qui se dit depuis déjà pas mal de temps, le fait d'être raciste et de passer à l'acte, ou d'être antisémite et de passer à l'acte, c'est puni par la loi. Mais aujourd'hui, le fait de s'en prendre aux musulmans pour leur appartenance religieuse, ce n'est pas un délit au même titre que le racisme ou l'antisémitisme. Ça devrait être normalement une circonstance aggravante. Exactement. Parce que vous avez d'abord l'agression en elle-même qui est une atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne, qui est déjà un délit. La loi condamne effectivement toute forme d'agression, quelles que soient les motivations. Mais quand elle est motivée par une xénophobie, une haine de l'autre, de la race ou des convictions de l'autre, pour moi, ça devrait être considéré comme circonstance aggravante, qui devrait aggraver la peine de délit. Exactement. Et le dernier invité, c'est Yanis Maïl. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé d'islamologie. Vous écrivez, vous faites des conférences et vous êtes partie des figures qui montent aujourd'hui dans l'islam de France. Alors on va voir ce que pensent les jeunes aujourd'hui de l'islamophobie. Aujourd'hui, c'est pas nouveau l'islamophobie, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un nouveau visage de l'islamophobie depuis le mois de janvier? Alors, depuis le mois de janvier, si vous voulez, c'est dans la continuation de ce qu'il y avait déjà avant. Il y a juste eu une aggravation en termes pratiques, c'est-à-dire du nombre d'agressions. On sait que selon les chiffres, il y a eu autant d'actes islamophobes que sur tous les actes islamophobes de l'année 2014. Dans le mois de janvier. Et il y a exactement, donc il y a eu une libération à la fois de la parole et des actes islamophobes.
Mais dans le même temps, c'est-à-dire que moi j'ai vu une sorte de contradiction, c'est que j'ai remarqué d'un point de vue médiatique et politique un accru d'intérêt pour la question de l'islamophobie, la nécessité de parler des amalgames, du fait d'éviter les amalgames, mais dans le même temps, un certain nombre de mesures assez répressives qui font l'amalgame entre les musulmans pratiquants et ceux qui pourraient dévier dans la violence. Le mot est employé, d'ailleurs, facilement aujourd'hui dans les médias. Ça a changé parce que le mot islamophobie n'était pas tellement employé dans tous les médias. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu tout à un moment donné un certain nombre d'intellectuels qui contestaient le terme islamophobie, mais en fait pour mieux contester sa réalité, inventaient un certain nombre de théories complètement farfelues et superficielles, que ça serait un terme qui viendrait des mollahs d'Iran. Des universitaires ont démontré que c'était faux, et le terme islamophobie renvoie en fait à la question du racisme anti-musulman. Et aujourd'hui, même si effectivement le terme est beaucoup plus utilisé par des responsables politiques, jusqu'à François Hollande dernièrement, j'ai assisté hier en direct au discours de Manuel Valls à Strasbourg, et il a toujours refusé d'utiliser le terme. Non, parce qu'il y a effectivement l'idée de dire que quand on parle d'islamophobie, c'est-à-dire le fait de ne pas approuver ou d'avoir un sentiment, pourquoi pas même de rejet à l'égard d'une idéologie. Et ça, tout le monde a le droit de l'avoir. Effectivement, je peux rejeter l'idée chrétienne, juive, athée ou philosophique, marxiste, etc. Ça n'est pas une transgression de la loi. Mais que cette haine de cette pensée-là engendre des comportements, on va dire, délictueux, eh bien là, effectivement, là, on est dans la transgression de la loi, et nous on a décidé de l'appeler l'islamophobie. Est-ce qu'il n'y a pas de l'islamophobie justement en refusant le terme islamophobie? Mais il y a un problème aussi du terme, c'est que le terme a été défini, il y a une définition qui est déposée maintenant de l'islamophobie, qui est d'agir en fonction d'une appartenance présupposée à l'islam d'une personne pour la discriminer, tout à fait. Donc là, la définition. Est-ce que cette définition-là, est-ce que la politique aujourd'hui la reconnaît? C'est ça qu'il faut poser aussi. Non, la définition qui est utilisée par les acteurs de la lutte contre l'islamophobie est très très simple, et c'est une définition minimale parce qu'après il y a toute une dimension idéologique qu'on pourrait aussi contester dans la question de l'islamophobie, mais la définition minimale sur laquelle il y a un accord global, c'est de dire que c'est l'ensemble des actes de discrimination, de violence physique ou verbale à l'encontre d'individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Et pourquoi on dit réelle ou supposée à l'islam? C'est parce que de nombreux individus qui ne sont pas musulmans sont aussi victimes d'islamophobie par projection. Ça a été le cas d'un Sikh assassiné aux États-Unis, ou ça c'est le cas par exemple de gens d'origine arabe ou turque, mais qui ont un rapport très distant avec la religion, qui par projection sont victimes d'islamophobie. Il y a une question qui revient. Alors, le fait d'avoir un Premier ministre qui refuse d'employer le mot, alors que le ministre de l'Intérieur maintenant l'emploie et que le président commence à y aller un petit peu dessus, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une islamophobie d'État ou pas? Alors, cette islamophobie, je veux dire, c'est un constat, on le voit. Aujourd'hui, ne serait-ce que sur le traitement médiatique des délits, on voit qu'il y a un réel problème. Tout à l'heure, Yanis évoquait les chiffres de l'islamophobie depuis le mois de janvier. Sur le seul mois de janvier, on a explosé les compteurs de 2014. C'est alarmant, c'est grave. Mais pourtant, la sonnette d'alarme n'est pas... on n'en entend pas parler dans les médias. Aujourd'hui, le cas Sekni, dans la région lyonnaise, où il y a eu une rafle des 5 enfants parce qu'on supposait que les parents partaient pour la Syrie, et qu'après un mois, il est fallu, alors que le papa a été libéré après les 48 heures ou les 24 heures conventionnelles parce que le dossier était totalement vide, on leur a pas rendu leurs enfants. Donc aujourd'hui, pour supposition, pour doute, on a enlevé 5 enfants de leurs parents. Aujourd'hui, c'est un traumatisme. Les enfants ont été traumatisés, les parents ont été traumatisés, et toute la population musulmane en France a été traumatisée parce que finalement, aujourd'hui, nous sommes tous des potentiels msekni. Cette famille, elle a été impactée aujourd'hui, mais ça aurait pu être n'importe qui. Aujourd'hui, parce que tu portes la barbe, parce que tu portes le voile, parce que tu veux exercer dignement dans le respect de ta religion, mais aussi en respectant les gens, eh bien aujourd'hui, ton appartenance religieuse fait que tu es potentiellement un djihadiste. Et aujourd'hui, quand j'entends certains médias politiques vomir leur haine sur l'islam, eh bien finalement, ils sont en train de rendre... de dédramatiser en fait ou de démocratiser cette islamophobie. Aujourd'hui, quand on a un voisin qui va tuer son voisin de 17 coups de couteau
au nombre de victimes de la tuerie du mois de janvier en disant « je suis Charlie » et en tuant quelqu'un mais qui lui a rien fait, juste pour son appartenance religieuse, parce qu'il s'appelle Mohamed, alors qu'il se connaissait. Il se connaissait bien, il se fréquentait, voilà. Aujourd'hui, personne n'en a parlé dans les médias. Qu'est-ce qui a fait que cette personne est morte de 17 coups de couteau? Parce qu'en face, une personne s'est sentie obligée de se venger. Voilà, de devoir venger. Et aujourd'hui, des cas comme ça, les chiffres le montrent, c'est en train de démocratiser. Aujourd'hui, le nombre de femmes. Mais on n'en entend pas parler dans les médias. D'où l'intérêt de tous ces sites, justement qui relaient un autre canal d'information pour montrer justement que ces actes existent. C'est quand même dramatique. Ce nombre de femmes. Aujourd'hui, on a des femmes qui, tout en allant faire leurs courses, en allant retirer de l'argent, ils se font arracher leur voile. Elles sont en train de marcher librement, elles sont crachées dessus, insultées. C'est dramatique. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a poussé ça? Le fait justement que la classe politique, les médias alimentent cette haine. Aujourd'hui, elle est décomplexée finalement. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que ça a un sens de dire que les médias n'en parlent pas, puisque de toute façon, avec les médias, avec Internet, avec l'information essor de toute façon. Oui. Bien sûr. Ce qui pose la question, c'est qu'au bout d'un moment, les médias qui sont en périphérie vont obliger les autres médias à en parler. Aujourd'hui, ce qui fait l'actualité, ce qui fait l'opinion publique, c'est les médias. Plus on va parler d'une chose, plus les gens vont être convaincus d'une chose. Aujourd'hui, à force de parler de l'islam, de mettre sur la scène publique l'islam et les musulmans, fait qu'il y a encore quelques années, 3 Français sur 4 pensaient que l'islam était incompatible avec la République. Rappelez-vous, il y a moins d'1 an, un sondage avait été mené sur la compatibilité entre l'islam et la République. Moi, ça m'a choqué. Ça veut dire que 3 Français sur 4 sondés avaient une parfaite connaissance du droit français et de l'islam. Et ont jugé que les deux étaient incompatibles. Bien, vous pourrez intervenir dans le débat tout à l'heure au standard de l'islam au présent 01 53 48 3000 01 53 48 3000. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamour. Tous les jours, de 20h à 21h30, les informés sur Beurre FM. On est dans un pays de lâches, dans un pays de racistes. Frondeurs, c'est peut-être excessif comme mot, je les appellerais plutôt les boudeurs. En fait, les propos qui seront poursuivis, les violences sont commises par les musulmans. Ensuite, il peut très bien dire que le matin, en se brossant les dents, il a dansé sur Chopra. Le mec, on n'a même pas besoin de tacle, il tacle tout seul, c'est un auto-tacle. Les informés, actu, débat et clash. Tu peux me citer une phrase maintenant, islamophobe, de la part de François Hollande? Faut arrêter de dire des contre-vérités. Il n'y a aucune cohérence dans ce que tu dis. Tu es pas crédible. T'es énervé. Mais c'était pas un gauchiste. C'est ça, justement. C'est parce qu'il est gauchiste. C'est parce qu'il est gauchiste. Les informés, présentés par Abdelkrim Branine, tous les jours, de 20h à 21h30 sur Beurre FM. Quand Norauto entend... Je sais pas vous, mais moi, quand je dois changer mes pneus, alors là, financièrement, ça tombe toujours mal. Norauto répond, on a tous droit à la sécurité. Norauto s'engage à vous garantir toute l'année les prix les plus bas sur tous les pneus, en magasin comme sur norauto.fr. Que ce soit Michelin, Bridgestone ou toutes les grandes marques, si vous trouvez moins cher, Norauto vous rembourse la différence. Norauto. Modalité en magasin et sur norauto.fr. Regarde, il est pas mal, non? Ah ouais, il est beau comme ça, luisant au soleil. Musclé, mais pas trop. Il fait son petit effet. Il paraît que si tu l'essayes, t'as une chance de le gagner. Quoi? Attends, tu parles de quoi? Du nouveau Ford EcoSport garé là-bas. Pendant tout le mois de mars, il est à partir de 14 990 €, avec un crédit exceptionnel. Et si tu l'essaies chez Ford, t'as carrément une chance de le gagner. Tu parlais de quoi, toi? Du beau brun à côté. Ah lui? Pas sûr que tu puisses le gagner en l'essayant. Voir conditions et règlements sur Ford.fr, les filles. Portes ouvertes les 14 et 15, selon autorisation. Quand on sait que vos yeux font plus de 100 000 mouvements par jour, soit plus de 36 millions par an, imaginez la fatigue au bout de 56 ans. C'est pourquoi, chez Grand Optical, nous avons créé la première offre qui grandit avec l'âge de vos yeux. Jusqu'au 20 avril, avec l'offre pourcentage, à 56 ans, vous avez 56% de réduction sur votre monture. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. J'adore! C'est l'anniversaire Centracor. Et c'est de la folie. J'adore! 5 Renault Clio, 5 Renault Clio. J'adore! 20 tablettes à gagner. J'adore! Et plus de 200 000 € de bon d'achat. Courez vite en magasin pour l'anniversaire Centracor. J'adore! Allez chez Centracor. Trouvez vite votre magasin Centracor sur centracor.com. J'adore!
Jeux gratuits sans obligation d'achat jusqu'au 21 mars dans les magasins participants, voire règlement sur centraccord.com. L'entretien auto moins cher près de chez vous, c'est yakaroulé.com. Commandez en ligne simplement, faites livrer le garage près de chez vous, faites monter et économisez. C'est facile de bien entretenir sa voiture avec yakaroulé.com. Yakaroulé.com, votre voiture va adorer et votre porte-monnaie aussi. C-E-A. Toi, mon toit, toi, mon jean à moi. Je répète, toi, mon toit, toi, mon jean à moi. Fêtez le printemps avec la nouvelle collection CEA. Le jean est dans tous ses états. Pour l'achat de 2 jeans, le deuxième est à moins 50%. Vite, adoptez le style qui vous va si bien. CEA. Offre valable jusqu'au 10 mars, voire conditions en magasin. Bureau d'enregistrement des rêves, bonjour. Euromillion My Million. Venez avec vos rêves. Ce vendredi, super jackpot Euromillion de 100 millions d'euros minimum. Oh, c'est beaucoup ça. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoud. Nous parlons de l'islamophobie et de sa nouvelle forme aujourd'hui en France et Imam Abdelali à l'occasion d'une marche qui est organisée donc le 14 mars prochain, donc c'est une grande marche européenne. Donc, c'est à 14h30, je crois, à la place de la République. Alors, c'est ça ? Voilà, donc en fait, ce sera le 14 mars. Donc il y a donc les formalités administratives qui sont en cours. Et donc bien sûr, vous pourrez suivre toutes les infos sur le site de l'UAM93.com. Donc voilà, à partir de 14h30 sur Paris, avec tous les détails donc sur le site. Et c'est très important finalement de prendre part à cette marche. Elle est bien sûr ouverte aux musulmans, mais également aux non-musulmans, de manière à ce que l'ensemble des personnes qui veulent agir justement pour contrer cette islamophobie puissent déjà s'arrêter, et que la classe politique, les pouvoirs publics et les médias puissent prendre conscience de leur rôle sur l'alimentation de cette islamophobie, et qu'aujourd'hui, malheureusement, l'islamophobie tue et fait des victimes. Alors, pour ce qui est du lieu de la manifestation, il n'est pas encore défini. Donc, place de la République, c'est pas encore sûr, puisqu'il y a une autre manifestation ce jour-là, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, on va être obligé peut-être d'annoncer que le départ de la manifestation se fera d'un autre endroit. Voilà. Donc, vous attendez justement la réponse de la préfecture pour avoir le tronçon de la manifestation. Dès qu'on a l'info, on la diffuse. Exactement. Donc vous pourrez, elle sera diffusée sur Beurre FM avec votre gentillesse, mais également sur Facebook, sur le site du CRI, de l'UM93.com, pour toutes les informations. J'ai une question pour Yanis. Toi qui représente un peu cette nouvelle islam de France des prochaines générations, on a passé notre temps depuis les années 80, la marche des beurs, à faire des manifestations, ça n'a abouti à rien. Il faut le dire, 40 ans plus tard, ça n'a donné rien. Quels sont les moyens vraiment de changer la société ? C'est classique comme moyen d'expression, la manif, finalement. Ça fait 40 ans. Les complémentaires, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été, ça n'a servi à rien. Ça a servi, mais c'est en complément d'autres actions. On ne peut pas dire qu'elle se suffit d'elle-même, bien sûr. Je pense que Yanis... Non, ce que je pense à ce niveau-là, c'est effectivement que toute forme d'action, aussi minime soit-elle, peut être une contribution, et la somme des petites actions pourra être à un moment donné une contribution considérable. Et à ce niveau-là, effectivement, le moyen de la manifestation reste, il a toujours existé, mais il y a d'autres moyens. Le travail de sensibilisation, le travail d'éducation à la fois collectif comme individuel, et le travail de lobbying, le travail d'influence, le travail au niveau politique, au niveau citoyen. Je pense que toutes les démarches sont complémentaires, et par exemple, quand il s'agit de l'islamophobie, il y a la question, par exemple, de la présence médiatique, la question de l'engagement politique, la question... Quand tu parles du lobbying, c'est l'engagement politique, il faut plus de musulmans en politique ? Alors, moi, quand je parle de lobbying, c'est beaucoup plus que ça. Je vois un certain nombre d'organisations avec qui je peux être en contact qui, à un moment donné, essayent par un certain travail de réseau, au niveau, par exemple, des institutions européennes, de pouvoir avoir une influence positive sur ces questions au niveau des décideurs politiques. Le FEMISO, par exemple, le Forum européen des organisations de jeunes musulmans, oui, qui intervient. Ah, je connaissais pas ça. Tu peux répéter ? C'est le Forum européen des organisations. On en a parlé la semaine dernière. Donc, le FEMISO dont je suis un des représentants et dont j'ai participé aussi avec Farid Abdelkrim notamment, qui faisait aussi partie du FEMISO. Donc le FEMISO, par exemple, travaille sur un point qui est intéressant et qui doit tous nous concerner, c'est qu'aujourd'hui, l'islamophobie n'est pas simplement une question française. À l'heure de la globalisation et particulièrement dans le cadre de l'Union européenne, comprendre que l'islamophobie est une problématique européenne. On a vu le mouvement PJD en Allemagne. Et ce que fait FEMISO est une chose sur laquelle on devrait méditer, c'est-à-dire d'européaniser notre discours sur l'islamophobie, notre action sur l'islamophobie. Parce qu'il faut savoir que les partis populistes, du Front National au parti de Geert Wilders aux Pays-Bas, tentent de s'allier
pour essayer de cristalliser la haine du musulman dans la reconstruction d'une identité et d'un projet politique européen. Et justement, nous, pour lutter contre ce phénomène, il faudrait essayer de globaliser notre lutte contre l'islamophobie en coordonnant le travail des différentes organisations à travers l'Europe. Moi, j'aimerais savoir justement comment on combat l'islamophobie. Vous parlez par exemple des médias. Donc aujourd'hui, comment est-ce que concrètement on peut changer la façon dont les médias ne parlent pas de l'islamophobie déjà? Comment faire pour qu'ils en parlent? Et quand je parle des médias, c'est on part du principe qu'une information existe à partir du moment où elle est au JT de 20h de France 2 ou de TF1. Exactement. Aujourd'hui, si jamais aujourd'hui des actions quand elles sont minimes, c'est des faits divers, on peut en faire une. J'ai un exemple. Le sang, c'est le sang. Le meurtre, c'est le meurtre. Et la valeur de la vie humaine, c'est la même. Aujourd'hui, quand on a un travailleur qui s'appelle Saïd Bourarache, qui se fait tuer par 4 personnes, il s'avère que ces 4 personnes sont de confession juive et même certaines membres de la LDJ du Bétar. Et que l'information ne sort pas dans les médias, eh bien, c'est dramatique. Pas en termes de traitement médiatique, c'est un flop. Cette information. Alors, explique-moi pourquoi l'information ne sort pas. Mais nous ne sommes pas les médias. Si vous regardez dans les médias de l'UM 93 qui a relayé, qui a accompagné également la famille, mais également tous les autres médias comme Islam et Info, pour ne citer que, l'information transitait dans les médias, mais pas au niveau des grands médias locaux, comme vous avez dit France 2, BFM, iTélé, etc. Est-ce que c'est pas aussi c'est dramatique. Un problème interne à la communauté musulmane qui est très mal organisée, qui est totalement désintéressée de l'intérêt collectif. Il y a beaucoup d'individualisme, d'égocentrisme. Aujourd'hui, c'est pas un peu ça aussi le vrai problème? Moi, je pense que c'est les médias qui font pas leur boulot. Les médias font pas leur boulot. Mais peut-être qu'on n'est pas là pour leur demander de le faire aussi. Des fois, une joggeuse perdue dans la Creuse, on en parle au JT de TF1. Exactement. C'est dramatique. Parce qu'elle a disparu, pas parce qu'elle est morte. Parce qu'elle a couru peut-être un peu trop longtemps. Donc, on condamne, je veux dire, c'est malheureux, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est d'accord, on n'est pas là pour comparer la joggeuse et les autres. Exactement. Maintenant, on veut savoir comment, concrètement, quels sont les moyens qui peuvent être mis en place pour que cette information soit reprise par les journaux. Comment est-ce être créatif et les obliger? Déjà, donc, avant de répondre à la question concrète, ce que je voudrais dire, c'est que un des vrais problèmes, c'est qu'aujourd'hui, il y a une hypertrophisation du fait divers musulman. C'est-à-dire qu'un fait divers qui devrait rester dans la rubrique fait divers d'un journal local devient très régulièrement une polémique nationale. Et on essaye d'alimenter toute histoire autour de l'islam sous l'angle négatif. Donc déjà, il serait intéressant que les médias parlent de l'islam plus positivement. L'autre point, je vois par exemple aujourd'hui la force d'Internet et des réseaux sociaux. Combien de fois, par la mobilisation des musulmans comme de non-musulmans sur des questions qui étaient liées à l'islam ou à l'islamophobie, on a pu influer sur le discours dominant médiatique. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc par exemple, user de la force des réseaux sociaux, d'Internet, je pense parce que nous, ça, c'est ce qu'on apprend. Enfin, je veux dire, dans les écoles de journalisme, le rédacteur en chef, il regarde qu'est-ce qui buzz sur les réseaux sociaux. Exactement. Et il est obligé. Exactement. Mais c'est de la stratégie, hein, simplement. C'est de dire, voilà, ça fait 2 millions, 3 millions de vues ou de likes. Il faudrait inverser la tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de médias utilisent l'islam en parlant sous un angle négatif pour faire du buzz et parfois pour faire de l'argent. Alors, il faudrait inverser la tendance, que le buzz devienne la lutte contre l'islamophobie. Exactement, et que les personnes qui sont censées représenter l'islam et les musulmans en France puissent réellement agir au nom de l'islam et des musulmans en France en dénonçant ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est pas normal de voir des personnes sur des plateaux télé censées représenter l'islam et les musulmans et finalement ils dénoncent pas ce genre de choses. Pour que ça arrive justement dans les chaînes des médias, faut que lorsque ces personnes-là sont invitées par les médias, puissent le dénoncer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. C'est pas une sur islamophobie latente que de mettre en avant ces gens-là pour dévaloriser ou plutôt banaliser. Je rejoins totalement. Pose la question de finalement cette personne en allant sur le plateau télé et en vomissant lui-même sa haine sur l'islam et les musulmans, mais ça sert à qui? Et finalement, il alimente lui-même l'islamophobie du fait de sa prestance, du fait de son dialogue, de son discours. Finalement, il rajoute de Moi, j'ai entendu une fois un recteur de la mosquée de Paris dire la violence est intrinsèque à l'islam. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est pas de l'islamophie interne on dénie aux musulmans le droit à une représentativité légitime et ça c'est une forme d'insulte à la communauté musulmane. D'accord, mais aujourd'hui ce qui a changé depuis le mois de janvier, c'est que les représentants musulmans qui accèdent aux médias sont plus nombreux, mais eux-mêmes les nouveaux ne dénoncent pas cette islamophobie dans les médias. Enfin, je les entends pas. Parce que c'est un problème politique. C'est parce que c'est politique ? Bah bien sûr. Je pense que
ils ne défendent pas les intérêts des musulmans. Quand on les entend parler sur BFM ou sur iTélé, ils ne vont pas défendre les intérêts des musulmans. Ils se disent représentants des musulmans de France. Mais quand vous allez voir un musulman dans la rue, il se dit mais déjà qui c'est le garçon ? Et je crois pas qu'il défende mes valeurs. Et quand il est reçu à l'Élysée, et après il y a une poignée de main qui est demandée par les journalistes en plus avec le représentant, je crois que c'était du CRIF, c'est ça, voilà. Et après, on peut pas pardonner ce genre de paroles en 3 heures, quoi. Enfin, c'est pas possible. On voulait une image, mais c'est pas comme ça qu'on règle la question. Ouais. Bien, on parle de l'islamophobie ce matin jusqu'à 13h. Vous interviendrez, pardon, pour ceux qui attendent au standard au 01 53 48 3000. Beurre FM, Rail et R&B. Et sur Beurre FM, il est 12h30. À 12h30, c'est vous qui nous informez. Victor Pugliese, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Le procès des attentats de Boston s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis. 2 ans après l'explosion qui avait fait 3 morts pendant le marathon de la ville, le seul accusé va comparaître. Dzhokhar Tsarnaev, jeune américain de 21 ans, risque la peine de mort pour cette attaque, la plus grave aux États-Unis depuis le 11 septembre. En plus de la bombe, il est également accusé d'avoir tué un policier avec son frère et complice qui avait lui été abattu durant leur fuite. En Israël, une députée arabe agressée par un militant israélien d'extrême droite, Hanin Zohabi, femme politique arabe réputée pour son franc-parler, a été légèrement blessée hier. Un extrémiste d'un parti anti-arabe lui a lancé un verre dessus au cours d'une conférence sur la participation des femmes à la politique. La députée a été légèrement blessée à la tête. Son agresseur a lui été interpellé par la police. Baruch Marzel, militant ultra-sioniste, s'est réjoui de l'attaque sur Internet, revendiquant en être à l'origine. 33 ans après, 3 suspects auraient été identifiés dans l'attentat de la rue des Rosiers. Le 9 août 1982, une fusillade dans le restaurant Joe Goldenberg à Paris avait fait 6 morts sans que l'on puisse retrouver les coupables. D'après une information RTL ce matin, le juge antiterroriste Marc Trévidic aurait délivré 3 mandats d'arrêt internationaux il y a quelques jours. Les suspects vivraient maintenant séparément en Norvège, Palestine et Jordanie avec leurs familles. Il s'agirait de membres du groupe Abu Nidal qui avait multiplié les attentats au début des années 80. En Tunisie, 2 terroristes tués par l'armée hier soir. Les 2 hommes ont été abattus par une unité spéciale des militaires tunisiens dans la région montagneuse de Kasserine. Il s'agit de l'aboutissement de larges opérations de ratissage menées depuis 3 jours. D'après les autorités tunisiennes, aucun militaire n'aurait été blessé durant l'intervention. Enfin, on termine avec du football. Saint-Etienne passe l'écart dans la douleur. Les Verts sont allés chercher la qualification au tir au but face à l'US Boulogne hier soir en Coupe de France. Le match s'est terminé sur le score d'1-1 après l'ouverture du score sur pénalty des nordistes et l'égalisation de Cornier à la toute dernière minute. Les Stéphanois poursuivent donc leur parcours et pourront tenter d'aller chercher une 7e Coupe de France. Ce soir, le PSG reçoit Monaco au Parc des Princes. Des Parisiens toujours privés de Mota, Kaba et Lucas ou encore Zlatan Ibrahimovic. Côté monégasque, cascade de forfait en défense. Ricardo Carvalho, Wallace ou encore Radji seront forfaits. Jérémy Toulalon devra donc se dépanner une nouvelle fois en défense. PSG Monaco, coup d'envoi à 21h. Merci Victor, vous revenez tout à l'heure à 13h30 pour d'autres informations. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoud. Tous les soirs, de 22h à minuit, confiez vos problèmes à Vanessa. Vos secrets, témoignages, coups de blues ou coups de cœur. La parole est libre. C'est Confidence, tous les soirs, de 22h à minuit, avec Vanessa, sur Beurre FM. C'est le meilleur de Leclerc. C'est les best-of Leclerc. Oh et tout le monde, écoutez ça. Chez Leclerc, pendant 5 jours, c'est des remises immédiates, de la gratuité, du ticket Leclerc sur de nombreux produits. Des préservatifs sur des grandes marques de l'alimentaire, du multimédia en passant par tout le reste. Oh, le pouvoir d'achat reprend le dessus chez Leclerc. Y a quelqu'un ? Vous avez 5 jours pour prendre le pouvoir d'achat. Du 3 au 7 mars, sur de très nombreux produits, le meilleur de la promo est chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. Bon bah moi j'y vais hein. Préparez les beaux jours avec Karcher et profitez d'une offre exceptionnelle. Du 15 février au 30 avril, 50 € vous sont remboursés et un pack d'accessoires vous est offert pour l'achat d'un nettoyeur haute pression écologique Karcher. Conditions sur karcher.fr. Alors avec Karcher, faites la différence. C'est l'heure du déjeuner, on chante les produits laitiers. Pour être sûr de tenir la route au déjeuner, je mange un yaourt. Moi je suis une fille à fromage, tous les midis je lui rends hommage. Les produits laitiers sont de Marie pour la vie. Les produits laitiers ? N'oublions pas le plaisir. Pour
Pour Julien, qui constate que dans la vie on n'a souvent jamais 203, ça se confirme. Chez Intermarché, quand il achète 2 produits identiques, il a un 3e produit gratuit en plus. Jamais 203, c'est bien. En plus, si c'est gratuit, alors là... Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 24 février au 8 mars sur une sélection de produits, modalités et magasins participants sur intermarché.com. Bonjour, je suis la voix de Nissan. Je suis programmée pour vous annoncer que la Nissan Micra et la Nissan Note sont à des prix exceptionnels sans condition. Oui, vous avez bien entendu, sans aucune condition. Rien, nada, walou, peanut, zéro, ni téclou. Les citadines Nissan, vous allez les aimer sans condition. Portes ouvertes du 13 au 15 mars, offre valable jusqu'au 31 mars, détails sur nissan-offre.fr. Ouverture le 15 selon autorisation. Nissan, innover autrement. Carrefour, j'optimisme. Maman, pourquoi tu souris comme ça? Chez Carrefour, c'est les jours hyper optimistes. Jusqu'au 9 mars, il y a des promos de dingue. Ah ouais? Tiens, l'ordinateur portable compact 15,6 pouces, par exemple, il est à 259 € au lieu de 349. 259 €? Ah, je me sens tellement optimiste aussi d'un coup là. Référence 15S 106 NF, dont 30 centimes d'éco-participation. Limité à 5500 pièces. Magasin participant sur carrefour.fr. Carrefour, j'optimisme. C-E-A. Toi, mon toi, toi, mon jean à moi. Je répète, toi, mon toi, mon jean à moi. Fêtez le printemps avec la nouvelle collection C&A. Le jean est dans tous ses états. Pour l'achat de 2 jeans, le deuxième est à moins 50%. Vite, adoptez le style qui vous va si bien. C&A. Offre valable jusqu'au 10 mars, voire conditions en magasin. Beurre FM 01 53 48 3000, le standard de l'islam au présent vous est ouvert. Et avec nous, Imam Abdelali, sur ce plateau, en plus de Wissem Satouri, il y a Sarah Mahboub, qui est membre de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, le CRI. Nous avons Enis Cheboub qui est là avec nous, et puis Yanis Maïl, qui est également membre du CRI et qui... Non ? Vous n'êtes pas membre du CRI? Ah bon, sur ma fiche, on m'avait dit que vous étiez membre du CRI, mais en tout cas, vous faites partie de cette nouvelle génération des islamologues dont on entend beaucoup parler. C'est Wissem qu'il faudra tirer les oreilles. 01 53 48 3000. Karim est avec nous. Bienvenue, Karim. Allô? Oui, on vous écoute, Karim. Bonjour à tous. Donc moi, je me présente. Je m'appelle Karim, j'ai 59 ans. Je suis né en France, dans les Hauts-de-Seine. Je ne remercierai jamais assez la France de m'avoir élevé, de m'avoir vacciné quand j'étais petit, d'avoir fait de moi un étudiant, un diplômé, un cadre supérieur, de m'avoir permis de m'épanouir, pardon. Oui. Évanouissez-vous après l'émission. Oui. Par contre, depuis une dizaine d'années, je me sens plus français. J'ai toujours cru que je mourrais, que je serais enterré en France, parce que j'ai toujours considéré que c'était ma patrie, que j'en avais pas d'autre. Et depuis 10 ans, je sais que je ne suis plus français. Je sais que je ne mourrai pas en France et que je ne serai pas enterré en France et que je ferai tout pour que mes enfants rentrent aussi en Algérie parce que notre place n'est plus ici pour la bonne et simple raison, c'est que une autre communauté a décidé de nous évincer de France. Faut appeler un chat un chat. Il n'y a pas d'autre terme. Nous sommes à peu près le seul pays d'Europe où il est interdit d'être palestinien, par exemple. Justement, ce chat, c'est qui? C'est le seul pays d'Europe où un livre tous les mois sort sur l'islam. Comme entre 30 et 40, il y avait des Maurras, il y avait des Céline, il y avait des tas de gens qui sortaient des livres sur les juifs. Maintenant, c'est des livres sur les musulmans. Et c'est la seule communauté à qui on impose 2 critères. Soit, quand on veut se défendre, on nous dit « mais vous n'allez pas nous imposer la charia, on dit ce qu'on veut ». Et quand on veut pratiquer notre religion, on nous impose la laïcité. On vit comme de véritables bêtes traquées. Je veux dire, tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'islamophobie. Comment voulez-vous combattre l'islamophobie quand sur tous les tons on vous dit l'islamophobie, monsieur ou madame, est une opinion. On ne combat pas les opinions. Les gens ont le droit d'être islamophobes. Les gens viennent à la télé et vous disent « je suis islamophobe et je le revendique et j'en suis fier ». Parce que c'est un droit. On ne combat pas un droit. Soit l'islamophobie est un délit comme l'antisémitisme, et là, oui, on peut lutter. Parce qu'on dira, monsieur, vous enfreignez la loi. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui vous dit que l'islamophobie est une opinion, lui dire, c'est une opinion légale, mais moi je vous interdis de parler. C'est pas possible. Alors Karim, beaucoup de gens veulent vous répondre sur le plateau. Sarah? Oui, alors donc je comprends très bien le sentiment de ce monsieur.
parce que effectivement, il y a le CNCDH, qui est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Elle a remis un rapport à Monsieur Valls, qui était Premier ministre, qui était déjà Premier ministre, et ce rapport traitait déjà de l'islamophobie. Donc il y avait notamment 2 points qui étaient traités, qui disaient que l'islam est la religion qui dérange le plus les Français qui étaient interrogés. Et la seconde chose, c'est que les actes islamophobes étaient en progression de 11,33 points, tandis que, par exemple, les actes antisémites, je pense qu'il faisait référence à ce chat, justement, et étaient en baisse de 31,22 points. Donc, si la réussite de la baisse des actes antisémites est la réussite du gouvernement, pourquoi le gouvernement ne réussit pas à faire ce qu'il fait contre l'antisémitisme, à relater ça contre l'islamophobie. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur a déclaré que chaque acte devait être signalé, acte islamophobe, et donc les préfets devaient être saisis. Signalés, mais pas poursuivis. Les procureurs. Et les procureurs, oui, ensuite. Les préfets devaient saisir les procureurs. Oui, mais ça ne veut pas dire être poursuivi, poursuivi devant la justice. On peut classer l'enquête, saisir le procureur. Le procureur dit, c'est classé. Donc vous voulez que le ministre aille plus loin? Ah bien sûr, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ah bah oui. Systématiquement. Non, pas systématiquement, mais il y a vraiment un acte islamophobe qui a été constaté, il faut qu'il soit retenu par le procureur et par les juges. Et le côté islamophobe doit être une circonstance aggravante, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne se fait arracher, violenter, etc., c'est un délit. Donc ça doit être puni. Et l'idée de l'islamophobie, c'est de reconnaître comme circonstance aggravante le fait que ce délit a été motivé par l'appartenance religieuse. Non, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que je peux comprendre un certain sentiment de désespoir, de frustration. Ensuite, la question, on peut être d'accord. C'est Karim, ça. On peut être d'accord sur le constat de l'atmosphère délétère autour de l'islam et des musulmans. Mais à un moment donné, il faut aussi réfléchir à notre responsabilité quant à la réponse face à cette réalité. Est-ce que c'est une fuite en avant en faisant nos bagages? Ou alors est-ce que c'est, en tant que citoyen français engagé, à un moment donné, essayer d'être des agents de pacification et de justice, et rappeler que quand on se bat contre l'islamophobie, ce n'est pas simplement dans l'intérêt de la communauté musulmane, mais c'est dans l'intérêt de la France, car quand on touche à un musulman, on touche à la République. Exactement. Et c'est catastrophique parce que moi, pendant 2 ans, j'ai été un des représentants de la France à la conférence internationale du multiculturalisme à Caux en Suisse. J'ai rencontré des personnes de 200, je crois il y avait des nationalités, il y avait énormément de nationalités. Et la seule chose qu'ils nous disaient en France, mais mes pauvres, on était principalement des musulmans qui étaient venus, mes pauvres, ce que vous subissez, personne ne le subit aujourd'hui dans le monde, comme racisme, et on ne comprend pas. Des Suisses qui me disaient ça, des Norvégiens, des Suédois, on ne comprend pas ce qui se passe en France. Et il y avait cette dame d'Afrique du Sud qui me disait, mais je comprends pas comment toi tu peux subir du racisme parce que tu es blanc. Je ne comprends pas. Et elle était c'était dans un workshop, elle était complètement hors d'elle. Elle me dit, mais t'es blanc. C'est pour ça que je comprends pas. Et pour rebondir sur ce que disait l'auditeur Karim, alors que certaines personnes pensent sortir de France, retourner dans un pays d'origine ou quelconque pour fuir cette islamophobie, pour ma part, je ne partage pas du tout cette vision des choses, par respect pour nos grands-parents qui ont versé de leur sang pour libérer la France du nazisme et de la haine des peuples. Nos grands-parents, par respect pour leur sacrifice, et là, il n'y avait pas de problème avec leur islamité. On a été chercher nos grands-parents, ils ont libéré, ils ont contribué à la libération de la France. Il y a même aussi nos parents qui ont construit la France. Par respect pour nos grands-parents, je ne quitterai pas la France. Et par respect pour nos parents qui se sont cassés le dos, qui ont subi et enduré des brimades pour construire la France d'aujourd'hui, moi qui est né en France, qui a grandi en France, qui a fait ses études en France, qui paie ses impôts en France, qui contribue à l'essor professionnel économique de la France, ce serait une honte de quitter ce pays. La population musulmane française est la plus importante d'Europe. Il y a 7,5% de la population française qui est de confession musulmane, et c'est la plus importante d'Europe. C'est une honte. Combien même l'islamophobie et que la haine de l'islam et des musulmans est importante et grande en France, je pense qu'il serait honteux pour notre part de fuir. Et religieux que je suis, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim afahasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanoun.
Alors que Allah nous a prévenus. Nous savons que pour notre foi, pour nos convictions religieuses, Allah va nous éprouver. C'est l'épreuve que nous subissons, et combien même nous devions partir dans d'autres pays, ce n'est pas régler le problème. Je veux régler et aller dans la continuité du travail de nos grands-parents et de nos parents. Yanis. Alors, il y a un point qui me semble important d'évoquer. L'auditeur parlait à la fin de son intervention de la question de la légalité. Aujourd'hui, on peut tenir des propos islamophobes sans être inquiété légalement. Alors je pense que là, il y a deux niveaux. Il faut savoir que tout propos qui s'attaque à un musulman parce que musulman est condamnable dans l'ordre du pénal, pénalement. En revanche, effectivement, certains savent jouer avec les limites de la loi et peuvent tenir des propos qui ne relèveront pas du racisme caractérisé, mais participeront au renforcement des préjugés islamophobes dans la société. Alors face à ça, effectivement, l'arme ne sera pas la loi et la légalité, mais une régulation sociale. Et donc là, il faut que les musulmans s'engagent et soient présents dans les débats pour justement condamner ce type de propos qui non seulement stigmatisent une communauté, mais sont en train de miner le vivre ensemble en France. Merci Karim. Il surfe sur l'islamophobie pour récupérer des voix du Front National. Il y a une instrumentalisation politique de ce phénomène. Ça, il faut le dire. Hein. Si Copé, Morano, etc., toute la clique aujourd'hui tiennent des propos islamophobes, c'est surtout dans un objectif. Et je ne sais pas comment ils se laissent berner, même jusqu'à la mosquée de Paris. Encore hier, quand Sarkozy disait qu'il était contre le port du voile dans l'espace public, alors que la Convention européenne des droits de l'homme garantit à tout un chacun l'exercice du culte dans l'espace privé comme dans l'espace public, il vient en opposition à cette valeur ratifiée par la France. Eh bien, moi, je suis désolé, on n'a pas un invité à la mosquée de Paris. Il n'a rien à faire dans la mosquée de Paris. Tout ça parce que c'est sur insulter ses choix. Il a voulu rassurer une bande d'affairistes qu'on ne touchera pas à leur gagne-pain que c'est le quota de visa et l'accréditation de la viande halal. Ouais, je trouve ça malheureux et c'est vraiment déplorable. Tout à fait. Les hommes politiques sont à mettre dans le même sac, tous. Alors, c'est un constat. Aujourd'hui, l'islamophobie, ce qui favorise cette islamophobie et cette démocratisation de la haine de l'islam qui passe à l'acte, il y a les pouvoirs publics qui n'usent pas de la loi justement pour pouvoir punir les actes répréhensibles. Donc il y a le pouvoir public, il y a la classe politique, il y a les médias. Et pour ma part, la classe politique, aujourd'hui, comme le disait Abdelali, c'est une concurrence de qui pourra vomir le plus sa haine contre l'islam. Aujourd'hui, moi, lorsqu'on brandit la menace du Front National, pour nous, musulmans de France, pour moi, aujourd'hui, la menace, elle n'est pas dans une supposition que le FN gagne une quelconque élection. Aujourd'hui, je me pose la question, mais combien même le FN gagnerait des élections? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire que n'a pas déjà fait l'UMP et le PS? La marche aura lieu le 14 mars. Le lendemain, le 15 mars, on fêtera les 12 ans, depuis 2003. L'interdiction du port c'est 2004, c'est mars 2004, donc 11 ans. C'est l'anniversaire des 11 ans où aujourd'hui le port du hijab est interdit. Aujourd'hui, le FN, s'il venait à gagner des élections, mais qu'est-ce qu'ils vont instaurer comme loi que l'enchaînement politique, l'alternance politique de l'UMP et le PS n'a pas fait? Le débat sur l'identité nationale, le port, le débat sur le halal, etc. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui émanent. Même les nounous qui viendraient à travailler chez elles, parce qu'elles sont sous contrat avec le département, alors il faudrait qu'elles retirent. Donc toutes ces choses-là stigmatisantes, humiliantes, on a l'impression que d'un côté, tu as eux et puis il y a nous. Pourquoi on n'est pas dedans, nous? Pourquoi on n'est pas à l'intérieur des partis? Pourquoi on n'est pas aussi dans cette volonté de voir crier haut et fort que nous aussi on a le droit de décider avec vous du sort de la composante nationale de France? On a le droit de décider avec eux, mais on est représenté par des gens qui ne défendent pas nos intérêts. Enfin, je suis désolée, j'arrête pas de le répéter combien de fois que Dalil Boubacar, c'est pas quelqu'un qui représente nos convictions et nos intérêts. Est-ce qu'il existe une loi disant que Dalil Boubacar représente les musulmans? Bah oui, mais non, je suis désolée. Non, il n'y a pas. À la télé, c'est lui Dalil, qui passe, il ne représente que lui-même ou peut-être des intérêts de l'Algérie, c'est tout en France. Il est diplomate algérien en France, il est recteur de la mosquée de Paris, ça s'arrête là. Président, le Conseil français du culte musulman est une coquille vide aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est pour ça que pourquoi ces politiques font appel à ces personnes-là alors que c'est une coquille vide? Mis en avant. C'est une forme d'islamophobie, il faut la dénoncer. C'est exactement il faut se lever. C'est ce que le CRI et d'autres associations contre l'islamophobie font. Amine nous a appelé. Bonjour Amine. Non seulement nous a appelé, elle nous appelle et est avec nous et attend au standard. Bienvenue Amine. Oui, bonjour. On vous écoute Amine. Donc en fait, moi je suis tout à fait d'accord avec Karim sur ses propos. Et c'est pareil, je suis né en France, j'ai grandi en France.
Donc actuellement, je suis chef d'entreprise, mais voilà, je me sens pas du tout français. Donc actuellement, il y a une montée du racisme. On se fait insulter de toutes parts, que ce soit sur la voie publique ou par des dirigeants politiques qui représentent le CRIF et Israël, entre guillemets. Donc voilà, on se sent plus du tout en sécurité, on se sent plus du tout chez nous en France. Donc c'est vraiment aberrant. Alors que moi-même, j'ai grandi en France et je suis né ici. C'est un pays qui m'a donné des valeurs, mais je me sens plus du tout chez moi. Est-ce que vous êtes, Amine, fait personnellement insulté? Oui, tout à fait. Actuellement, je veux pas vous mentir, je roule en gros cylindré. Et c'est même des contrôles de police, c'est des contrôles de faciès. C'est directement, on sort le pistolet pour un simple contrôle de police. Il y a pas très longtemps, je me suis fait contrôler par la police. Donc j'ai demandé pourquoi on me braquait. Oui, ce contrôle du plan Vigipirate, je leur ai expliqué, écoutez, plan Vigipirate, vous n'avez pas à sortir votre arme pour un simple contrôle de police. Donc on m'explique que c'est un plan Vigipirate, mais je pense que c'est plus un délit de faciès. Donc actuellement, il y a une montée du racisme, que ce soit dans les services. Quel rapport avec le CRIF et les Juifs dans l'histoire? Parce qu'on mélange un peu tout et n'importe quoi. Il y a un délit de faciès, certes, qui est provoqué. Actuellement, il y a un rapport, c'est que le CRIF est représentatif de la France, on est d'accord? Mais attends, pourquoi tu dis ça? Normalement, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de loi qui dit que, ou de circulaire, ou qui dit accordant au CRIF une quelconque pouvoir au sein de l'autorité française. C'est vrai, Abdelali, ce que tu dis. Mais moi, j'ai été choqué il y a quelques mois lorsque il y a un lobby, comme plein d'autres lobbies, des lobbies laïcards, des lobbies sionistes, des lobbies chrétiens aussi. Et pourquoi il n'y aurait pas de lobby musulman? Mais aujourd'hui, si on voit, pourquoi on n'est pas là? Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils voient notamment le travail de l'UAM l'UAM 93, qui essaye de favoriser le dialogue entre les associations locales qui visent à doter la population musulmane de locaux adaptés pour exercer leur culte, donc des mosquées. Donc ils essayent justement de nouer le dialogue entre ces associations locales et aussi les décideurs politiques pour favoriser justement, ça s'appelle aussi un lobbying. Et malheureusement, les gens décrivent ce lobby de notamment l'UAM 93, alors que ce lobby il existe. Par le CRIF, par excellent, moi je dis. C'est l'exemple des musulmans de France. Le M93 est l'exemple. Rien que le gala, le dîner annuel qu'ils organisent tous les ans, est un véritable lobbying politique qui a une influence et une conséquence extraordinaire dans le département de la Seine-Saint-Denis. Mais ce lobby-là, si tous les musulmans faisaient la même chose sur tout le territoire, je peux dire que là, on pèserait lourd. Et l'objectif de ces dîners, c'est justement de faire asseoir sur la même table, et ça a été magnifique, de mettre sur la même table des députés, des maires, des sénateurs, avec leurs administrés, et qu'ils puissent échanger autour d'un repas convivial sur nos attentes. Aujourd'hui, beaucoup de... Et après, on dit, c'est du clientélisme. Alors, c'est pas du clientélisme. Aujourd'hui, je vais répondre justement à cette fausse information. Aujourd'hui, lorsqu'on a des lobbies pharmaceutiques, de vente d'alcool, etc., eux, on les décrit pas comme des lobbies. Aujourd'hui, l'alcool tue, mais ils n'arrivent pas, les pouvoirs publics, politiques, à l'Assemblée nationale, pour essayer de descendre la consommation d'alcool, non pas à 0,8, mais à 0. Parce qu'on sait très bien qu'une personne qui prend un verre, ça va le tenter pour le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc aujourd'hui... Là, il est à 0,2, là. Donc aujourd'hui, il faut, moi pour ma part, c'est parce que je suis musulman, mais je considère que si jamais on veut éradiquer les violences routières, notamment dues à la consommation d'alcool, il faut pas réduire à 0,8, à 0,2, à 0,1, puisque de toute façon, un verre amène le deuxième, amène le troisième, et du coup, on se retrouve avec des chauffards. Pour moi, ça doit être baissé à 0. Celui qui conduit, il ne boit pas du tout le copain d'information, mais les lobbying, ils ne laissent pas ce genre d'information passer pour la simple et bonne raison qu'il y a un lobby lié à l'industrie d'alcool qui pèse lourd dans l'Assemblée nationale. Et exactement la même chose. Donc l'UM 93 fait un travail de lobbying, mais pour favoriser le mieux vivre ensemble. Et donc voilà, c'est honorable. Rendez-vous donc le 14 mars avec cette grande marche contre l'islamophobie. Donc on a parlé de Paris, il y a des marches dans d'autres villes de France, à Strasbourg par exemple, Tennis, vous marchez? Alors à Strasbourg, je ne sais pas s'il y a... Je sais qu'il y en a une à Metz, à Belfort, dans la région de l'Est. Voilà, donc je peux donc le 14 mars. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent avoir des informations... Une mobilisation générale de toute la composante musulmane de France. Et même de ceux qui sont pour le respect des droits de l'homme, pour le respect. Ce qui serait bien, c'est que ce soit ouvert à tout le monde. Voilà, et que tout le monde, tous ceux qui sont sensibles à l'injustice, au racisme, à la xénophobie, il faut une mobilisation générale. J'en appelle à tous ceux qui sont. La réussite de la marche, ça sera aussi ça. Ça sera tous ceux qui se sentiront concernés par cette cause. Lutter contre l'islamophobie, c'est faire œuvre de salubrité publique. Exactement, c'est favoriser. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées veulent vivre en paix dans cette république. Et aujourd'hui,
il y a une gangrène qui plombe le bon vivre, le vivre ensemble. C'est pousser les citoyens les uns contre les autres. Voilà, et c'est ça, pour ça qu'il faut c'est pas les citoyens. Chacun défend sa chapelle, c'est normal. Il faut dire, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Donc arrêtons de critiquer les autres qui font le travail qu'ils ont à faire pour leur communauté, c'est normal. La date, c'est le 14 mars, donc on vous donnera toutes les informations à Paris. Pour ILM93.com. On peut rappeler aussi que Yanis est en train d'écrire un livre qui va bientôt sortir. Voilà. Mais bientôt sortir, ça n'est pas une date. Surprise. Ah, c'est une surprise. C'est du teasing que vous faites. Vous revenez la semaine prochaine, Wissem, et on vous retrouvera demain entre midi et 13h. On parlera des femmes demain, puisque c'est bientôt la journée internationale de la femme. Tout à fait, c'est ce week-end, je crois. C'est ce week-end, voilà, c'est le 8 mars. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée sur Beurre FM. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mahmoud.